12 braquages de banques et une vingtaine d'attaques de stations-service et de magasins, 9 policiers tués et au moins 4 civils morts. L'organisation d'une évasion de prison massive est le titre du couple de criminels le plus romantique de l'histoire. Voici l'histoire de Bonnie Parker et Clyde Barrow. La légende, d'abord créée par les journalistes, puis amplifiée par le cinéma et la musique, les dépeint comme des anti-héros intrépides, un bandit et son amante sauvage, fumant le cigare et tirant avec son revolver dans tous les sens. Mais en réalité, les choses étaient bien différentes. L'image de gangster de Bonnie est basée sur une seule photo, trouvée par la police parmi leurs affaires dans un appartement loué à Joplin. En vérité, Elizabeth Bonnie Parker était loin d'être une criminelle endurcie. C'était une serveuse d'une banlieue de Dallas, une ancienne écolière. Elle était bonne élève, avait une imagination débordante, aimait les pièces de théâtre de l'école et les vêtements à la mode. À 16 ans, elle est tombée amoureuse d'un garçon de 2 ans, son aîné, Rob Thornton, si beau qu'elle s'est fait tatouer leur nom au-dessus du genou droit, à l'intérieur d'un cœur transpercé par une flèche. Peu après, elle a quitté l'école et l'a épousé. Le mariage n'a pas fonctionné. Son mari a commencé à disparaître pendant des semaines. Bonnie le soupçonnait d'infidélité, a développé du ressentiment, et en 1927, elle l'a quitté. Clyde Barrow était le fils d'un fermier pauvre, le 5e d'une famille de 7 enfants. La ferme familiale a fait faillite, et ils ont fini par déménager à Dallas, où ils vivaient et travaillaient dans une station-service. Clyde jouait de la guitare et du saxophone, et rêvait de devenir musicien, mais pour un garçon sans le sou, les chances étaient minces. Il a suivi les traces de son grand frère, d'abord des petits vols, comme voler des dindes, puis des vols de voitures et des braquages. Clyde s'est tourné vers le crime, en partie pour impressionner les filles. Par exemple, il a un jour emmené son premier amour faire des tours dans une voiture de location, bien après la date de retour prévue. Quand le shérif a reconnu la voiture et a fait irruption dans la maison pour l'arrêter, la famille de la fille l'a cachée dans le grenier. En avril 1930, il a de nouveau été arrêté pour le vol d'une voiture. À ce moment-là, Clyde avait déjà été arrêté 4 fois pour diverses infractions, et le tribunal l'a donc condamné à la prison. 6 mois plus tôt, en janvier 1930, Clyde avait rencontré Bonnie, 19 ans, chez des amis, et en était tombé immédiatement amoureux. Ils étaient faits l'un pour l'autre. Bonnie, fan de films de gangsters, de danse et de chansons, travaillait dans un café en bord de route et mourait d'ennui. Elle rêvait d'aventure et de romance comme au cinéma. Et c'est alors qu'est arrivé Clyde, un vrai dur. Quant à Clyde, qui portait l'étiquette de criminel depuis l'enfance, il aspirait à un amour pur et inconditionnel. Et Bonnie était exactement cela pour lui. Leur idylle a été interrompue presque aussitôt lorsque Clyde a été arrêté. Bonnie a commencé à lui écrire des lettres en prison. Clyde, de son côté, a immédiatement commencé à préparer son évasion. À sa demande, elle lui a fait passer un pistolet en cachette lors d'une visite, et en mars, Clyde et plusieurs codétenus se sont évadés. Ils ont été rattrapés une semaine plus tard. Clyde a été condamné à 14 ans et transféré à Eastham, une prison au régime bien plus sévère. Il détestait cet endroit de toute son âme. C'est là qu'il a tué pour la première fois en fracassant le crâne d'un autre détenu qui le tourmentait. Il n'y avait pas de témoin et un autre prisonnier s'est accusé à sa place. Eastham était tristement célèbre pour ses travaux forcés et épuisants. Pour échapper au travail quotidien et atterrir à l'infirmerie, Clyde s'est coupé 2 orteils. Il en gardera une claudication pour le reste de sa vie. En janvier 1932, sa mère a réussi à attendrir le juge et Clyde a été libéré sur parole. Il a retrouvé Bonnie et a même essayé de rentrer dans le droit chemin en trouvant un travail honnête. Mais le traumatisme de la prison le hantait. Sa famille a remarqué qu'il était revenu changé. Pour Clyde, Eastham était l'enfer sur terre, et il a juré de tout faire pour libérer ceux qui étaient encore piégés dans cet enfer. Pendant les 4 années suivantes, ce fut la mission de sa vie. Une évasion à grande échelle,
nécessitait beaucoup d'argent. Clyde a monté un petit gang spécialement pour ce plan. Lui-même, un ancien codétenu d'Eastham, un braqueur de banque expérimenté qu'ils ont aidé à s'évader d'une autre prison, et bien sûr Bonnie. Dès leur premier braquage, la moitié du gang s'est fait prendre. L'ancien codétenu a été condamné à 10 ans et Bonnie a passé 4 mois en prison, bien qu'aucune charge n'ait pu être retenue contre elle. Pour passer le temps, elle écrivait des poèmes. Plus tard, Clyde a braqué un prêteur sur gage local et a fini par abattre le propriétaire. Il a appuyé sur la gâchette presque par accident. C'était le crime le plus absurde possible. Un meurtre pour 40 $ et quelques bijoux sans valeur. Pire encore, la femme de la victime a tout vu depuis une fenêtre et a immédiatement prévenu la police. Bonnie et Clyde commettront un autre crime absurde quelques mois plus tard, en octobre 1932, en tuant un employé dans un autre petit magasin. Ils ignoraient que quelques minutes plus tôt, il avait fermé la caisse, emporté la recette chez lui, ne laissant que 60 $ sur place. Par pure frustration, Clyde lui a tiré dans le ventre. Il y avait un autre employé et il comptait à l'abattre aussi, mais l'arme s'est enrayée. Bien sûr, ce dernier a témoigné plus tard et a identifié Clyde sur des photos. Le plan restait le même, réunir assez d'argent pour organiser une évasion massive d'Eastham. Mais ils en étaient encore loin. Bonnie, Clyde et leurs derniers complices se contentaient principalement de piller des magasins de bord de route. Pendant tout ce temps, le gang Barrow, comme l'appelait la police, était constamment en cavale. Clyde était obsédé par les voitures, bien qu'il n'en ait jamais possédé, mais il les volait depuis sa jeunesse. Son modèle préféré était la Ford V8. Il aimait tellement ces voitures qu'il a même écrit une lettre à Henry Ford lui-même, qualifiant la V8 de meilleure voiture pour son travail. Cher Monsieur Ford, tant que je vivrai, je continuerai de dire que vous avez construit une voiture absolument incroyable. Chaque fois que j'avais le choix de ce que je pouvais voler, j'ai toujours volé des Ford. En termes de vitesse et de fiabilité, rien ne lui arrivait à la cheville. Mon business n'est pas tout à fait légal, mais je peux vous garantir que votre V8 est une sacrée machine. Cordialement, Clyde Barrow. À un moment donné, le frère aîné bien-aimé de Clyde, Buck, est sorti de prison, et le gang a décidé de fêter ça. Ils ont loué un appartement au-dessus d'un garage dans une petite ville et ont invité Buck et sa femme. Mais le propriétaire a entendu des coups de feu et a prévenu la police. Le 13 avril 1933, Bonnie et Clyde ont fait face à leur première grande descente de police, mais ils ont réussi à s'échapper. Le shérif n'a trouvé que leurs effets personnels, parmi lesquels un appareil photo. Bonnie et Clyde s'étaient amusés à prendre des photos d'eux, mises en scène de manière dramatique avec leur Ford adoré. C'est ce qui a fait d'eux des légendes. Les photos ont immédiatement fait la une des journaux, devenant le fondement du mythe. L'image d'un couple de hors-la-loi jeune et glamour. En réalité, leur vie après ce premier raid n'avait rien de glamour. Nous le savons grâce à Blanche Barrow, la femme du frère de Clyde, qui est devenue leur compagne bien malgré elle. Elle ne s'attendait pas à ce que ses vacances avec son mari et son beau-frère se transforment en 3 mois d'enfer. Maintenant que leur visage était connu dans tout le pays, ils devaient sans cesse fuir. Ils ont fui le Texas, puis l'Indiana, la Louisiane, le Minnesota, braquant des banques au passage et tuant sans distinction quiconque croisait leur chemin. Parfois, ils prenaient des otages, mais ils les relâchaient toujours, leur donnant même de l'argent pour manger et rentrer chez eux. À cause de l'affaire de l'appareil photo et de leur notoriété grandissante, ils se sont retrouvés piégés dans un cercle vicieux. Plus la police les traquait, plus ils devaient agir avec brutalité. Plus ils agissaient avec brutalité, plus les journaux parlaient d'eux. Plus les journaux parlaient d'eux, plus les autorités les pourchassaient. Bonnie et Clyde, de simples petits voleurs, étaient devenus des célébrités. Le problème, c'est qu'être un braqueur de banque célèbre est un paradoxe. Commencer des crimes quand on est une star nationale, avec son visage reconnu partout, n'est guère pratique. La presse les adore. Les journaux titrent à la une « Le gang Barrow tue 2 policiers et s'échappe »,
Bonnie et Clyde braquent une autre banque, le bandit et son amante dans une fusillade avec le shérif. Et ainsi de suite. Pendant 3 mois, ils ne peuvent ni prendre de chambre d'hôtel, ni louer d'appartement, car des avis de recherche avec leur visage et des primes sont affichés partout. Ils sont forcés de dormir près de feux de camp et de se laver dans des ruisseaux froids. Les habitants à qui ils achètent de la nourriture se méfient et appellent fréquemment la police. En plus de cela, Bonnie et Blanche ne se supportent pas, et Buck, après la prison, ne voulait qu'une vie normale. Il n'a jamais voulu être entraîné dans ce pétrin. En juillet 1933, ils subissent un deuxième assaut en Arkansas, et seulement 5 jours plus tard, un troisième dans le Missouri. Buck Barrow est mortellement blessé. Blanche, presque aveuglée par des éclats de verre, est touchée à l'estomac et peut à peine bouger. Ils sont capturés. Buck meurt à l'hôpital et Blanche passera les 6 prochaines années en prison, où elle écrira un livre sur son aventure sanglante et involontaire. Bonnie, Clyde et leur dernier complice, un jeune homme nommé Jones, ne sont plus que 3. La romance du crime s'est envolée. Ils s'ennuient, sont seuls. Après 1 an de cavale, ils sont fatigués l'un de l'autre et leur famille leur manque. Bonnie insiste pour voir sa mère. Elle s'attend à du réconfort, mais est accueillie avec froideur. Bonnie, tu étais une gentille fille, une excellente élève. Comment en es-tu arrivée là? Jones veut aussi voir sa famille. Il se dirige vers Houston, où il tombe droit dans une embuscade. Bonnie et Clyde s'en sortent de justesse. Pendant les mois suivants, ils ont erré entre les États du centre, passant constamment de l'un à l'autre, ne restant jamais longtemps au même endroit. Même si la police les retrouvait et les prenait en chasse, elle devait faire demi-tour à la frontière de l'État. Dans les années 1930, la police de chaque État était une entité distincte, et leur autorité s'arrêtait à la frontière. Pendant ce temps, ils n'ont pas réussi à accumuler beaucoup d'argent, mais ils ont amassé une bonne quantité d'armes. Clyde est revenu à son idée d'évasion massive. Le 16 janvier 1934, il l'a mise à exécution, en organisant une attaque contre la prison d'Eastham, libérant plusieurs criminels dangereux et tuant un policier. Désormais, aux yeux de la loi, Bonnie et Clyde n'étaient plus seulement un gang. Ils étaient des ennemis publics. Une prime de 1 000 $ a été mise sur leur tête, morts et non vifs. Personne n'avait l'intention de les capturer. Le gouvernement du Texas a fait appel à Frank Hammer, un ancien ranger qui avait été renvoyé de la police pour avoir tué des criminels. Hammer était le pisteur parfait. Il a passé plusieurs semaines à étudier les déplacements du couple au cours de l'année et demie précédente et a constaté que Clyde voyageait entre 5 États du Midwest. Clyde était débrouillard, mais pas assez malin pour anticiper et brouiller les pistes. Ses déplacements suivaient un schéma. Hammer l'a repéré et a commencé à tendre des embuscades. Le 23 mai 1934, Bonnie et Clyde roulaient sur une route de campagne. Clyde avait enlevé ses chaussures et conduisait en chaussettes, tandis que Bonnie regardait une carte en mangeant un sandwich. La police a ouvert le feu depuis sa cachette, ne leur laissant aucune chance de réagir. Très probablement, tous deux sont morts sur le coup. La voiture a dévié dans un fossé, mais les 6 rangers étaient si tendus qu'ils ont continué à tirer, d'abord avec des fusils, puis des fusils à pompe, et quand ils n'ont plus eu de munitions, ils ont vidé leurs pistolets. La voiture était criblée de balles. Plus tard, ils ont affirmé qu'ils ne voulaient prendre aucun risque. Pendant une vingtaine de minutes, les officiers n'arrivaient pas à croire que les terrifiants Bonnie et Clyde étaient vraiment morts. À l'intérieur de la voiture, ils ont trouvé le maquillage de Bonnie, un portefeuille avec 500 $, quelques vêtements, une cache d'armes et un sandwich à moitié mangé. Lorsque les secours sont arrivés 2 heures plus tard, une foule immense s'était déjà rassemblée. Les cheveux et la robe de Bonnie, ainsi que la chemise de Clyde, avaient été déchirés ou emportés comme souvenir par la police et les badauds. Hammer a pris possession de tout l'arsenal de Bonnie et Clyde. Les officiers ont vidé la voiture de tout son argent et même des vêtements de Bonnie, qui ont ensuite été vendus comme souvenirs. L'un d'eux a même tenté de s'approprier la voiture criblée de balles. Mais comme elle avait été volée, elle a été rendue à sa propriétaire légitime,
seulement après qu'elle l'ait poursuivi en justice. Bonnie et Clyde étaient déjà devenus des légendes de leur vivant. Cette légende perdure. Il y a quelque chose d'universellement captivant dans l'histoire d'amants qui ont défié la loi et se sont dressés contre le monde entier. Mais pour eux, cette légende n'a apporté aucun bonheur.